je ne peux pas commencer au tout début, parce qu'au tout début, moi, j'étais pas là. Je pense que ça s'est constitué autour d'Anatole Khelif. Mais un jour, je rencontre Anatole à la bibliothèque de maths, et puis on ne s'était pas vu depuis très longtemps. Et alors, donc on commence à discuter, et puis il me dit bah, qu'est-ce que tu fais, et tout ça. Le IF fait la logique, et puis je lui raconte un peu, je crois qu'à l'époque, je ne sais plus exactement à quelle époque c'était, peut-être je venais de commencer à travailler sur les espaces connectifs. Et il me dit, mais viens avec nous, comme ça tu ne seras pas seul. Donc viens au séminaire. Et moi je ne voyais pas trop parce que c'était quand même la perspective qui était la sienne, donc qui était celle du petit groupe. C'était pas encore un séminaire régulier, c'était un petit groupe de copains qui travaillent ensemble, pas mal sur les faisceaux, je crois d'ailleurs. Mais avec quand même une orientation aussi qui devait être celle d'Anatole, à savoir la logique, je pense. Il y avait une très bonne ambiance, et c'est très important, la bonne ambiance, parce que c'est la confiance, c'est-à-dire la possibilité, le fait de se sentir en confiance avec les gens, ça veut dire aussi que quand vous ne comprenez pas ce qu'ils disent, ce qui peut arriver souvent en fait, eh bien, vous pouvez éventuellement le dire, mais là, je ne comprends pas de quoi tu parles. Et peut-être que je ne comprends pas parce que il y a des choses que je ne connais pas, j'ai des lacunes, ou peut-être pour d'autres raisons. Mais c'est important de pouvoir dire qu'on ne comprend pas, et puis de demander des précisions et des explications, etc. Et parfois, il y avait même une tellement bonne ambiance que c'était assez exubérant. Bon, c'est que des fortes personnalités, hein. Et un jour, j'étais tellement sidéré par ce que je voyais, c'est-à-dire qu'il y avait un type qui était au tableau en train de faire un exposé, un deuxième qui l'avait rejoint au tableau euh, pour lui montrer qu'en fait c'était différent, et puis finalement un troisième était encore passé au tableau en même temps. Bon, j'ai sorti mon téléphone, j'ai commencé à filmer, juste pour l'ambiance, quoi. Alors ça devait être déjà, je sais pas en quelle année, à vrai dire. Je dirais peut-être il y a une petite dizaine d'années, un peu moins. Et alors à ce moment-là, je me suis rendu compte que en fait, de filmer, ça pouvait être très intéressant d'un point de vue scientifique, parce que euh, se réunir comme ça, les gens prennent des notes plus ou moins sérieusement, mais finalement, il n'y a pas de traces qui restent. Et puis, or, en filmant, et surtout ensuite en mettant en ligne les vidéos, et puis en les mettant sur des pages web, eh bien, ça laisse une trace, ça permet d'approfondir les choses. C'est une manière, pour moi, c'est une manière de prendre des notes aussi. Et, euh, et cette manière de faire a dû contribuer à donner de la consistance. Je ne pense pas que ça soit officialisé comme nom, mais moi je l'utilise systématiquement, et finalement je pense que ça finit par être le nom du séminaire. Je l'ai baptisé clé, c'est-à-dire catégorie, logique, etc. Et le etc. est très important parce que c'est aussi un séminaire qui se caractérise par un intérêt pour toutes sortes de choses. On a eu parmi les gens qui ont assisté au séminaire des psychanalystes, des philosophes. Alors ils viennent beaucoup moins maintenant, parce qu'au fil des années, le niveau technique a monté, et je pense qu'il y a eu un moment où c'est devenu trop difficile euh, quand on n'était pas mathématiquement assez avancé. Et il est quand même resté cet esprit d'ouverture et d'intérêt, que ce soit pour la physique, pour la psychanalyse par exemple, pour les neurosciences, pour la biologie, à vrai dire, pour tout type de questions pour lesquelles on a plus ou moins vaguement l'idée que les mathématiques auraient quelque chose à dire. Alors, les thèmes principaux tournent autour de la logique et de la théorie des catégories, mais
en fait, il y a une certaine diversité des thèmes qui sont abordés. Donc voilà. Alors, tu m'as Le site web du séminaire, je l'ai d'abord conçu comme un site collaboratif et j'ai invité tout le monde à venir participer. C'est beaucoup plus vivant, sympathique, dynamique et ça fonctionne beaucoup mieux quand il y a des collaborations un peu de chacun pour euh, contribuer comme ça pour remplir un site. Hein. Sauf qu'en pratique, il est apparu assez rapidement que j'étais le seul à à faire tourner ce site. Donc, je suis devenu le webmaster. Alors, je fais un site consacré à un séminaire. Il faut que je puisse désigner ce séminaire. Alors, voilà, je pensais à cet acronyme, clé. Hein, je trouvais marrant. Parce qu'une clé, c'est fait pour ouvrir des portes. Donc, voilà, l'idée d'ouverture. Alors, il y a une certaine stabilité autour de. Ça fait longtemps que les gens s'intéressent aux faisceaux. Or, dans le cas le plus simple, si on considère un espace topologique, sur cet espace topologique, on peut définir ce qu'on appelle la catégorie des faisceaux, tous les faisceaux sur cet espace topologique, ça forme un topos. Donc, le thème des topos, en fait, il est présent depuis le début pour ce séminaire. Euh, mais et le thème des topos, c'est un thème qui est à la fois logique, parce que chaque topos est porteur d'une logique. Le cas le plus simple, c'est si on prend un espace topologique réduit à un point, le topos qu'on obtient, c'est le topos des ensembles dont la logique est la logique binaire classique. Et, et après, si vous vous appuyez sur un espace qui n'est pas réduit à un point, ce qui est le cas en général, eh bien, on peut dire que la variété des points qui constituent l'espace constitue une espèce de variété des points de vue. Donc c'est une logique qui inclut une variété de points de vue. Et cette dimension logique, elle était aussi, je pense, d'emblée pour Anatole liée à une façon d'envisager la physique quantique. L'idée que il y a plusieurs façons d'aborder les problèmes posés, les problèmes d'interprétation, en particulier les problèmes philosophiques, épistémologiques, vraiment les problèmes d'interprétation posés par la physique quantique. On peut les aborder à plusieurs niveaux. Une façon de les aborder, c'est à un niveau logique, en disant en quelque sorte que la physique quantique nous oblige à réviser la logique même avec laquelle on envisage les choses. Et je pense que cette connexion, vous lui poserez la question, mais je pense qu'elle était présente pour Anatole depuis le début. Et donc, voilà, moi je suis arrivé dans ce séminaire avec mes propres préoccupations, mes propres centres d'intérêt qui tournent autour de ce que j'appelle le connectif. Et il se trouve que, en discutant, on s'est rendu compte qu'il y avait des connexions justement possibles avec, par exemple, avec la physique quantique. Ça a été un travail, là, il y a 2 ans, sur les structures connectives de l'intrication quantique. Bon. Par ailleurs, un thème auquel Anatole Kelif croit depuis très longtemps contre vents et marées, parfois, parce que les vents et les marées ne sont pas toujours favorables, c'est celui de la théorie imaginée par Christophe Chalon des degrés ludiques, hein, qui est quelque chose que les mathématiciens ne connaissent pas du tout. Hein. C'est vraiment une théorie tout à fait originale, et comme elle est portée par quelqu'un d'assez original aussi, eh bien, voilà, c'est la question de la diffusion d'une idée, d'une théorie, va pas de soi, mais Anatole est convaincu depuis très longtemps qu'il y a dans les degrés ludiques des outils incontournables, et qui sont incontournables notamment parce qu'ils permettent de saisir d'une façon fine la nature des phénomènes non locaux
en physique quantique. Par exemple, l'articulation entre physique quantique et relativité, bon, alors voilà, on a souvent l'impression qu'il y a une espèce de contradiction entre l'intrication quantique, le phénomène EPR, et le paradoxe d'Einstein-Podolsky-Rosen, voilà, et la limite posée par la relativité à la vitesse de communication, par la vitesse de la lumière, donc. En fait, il n'y a pas de contradiction à ce niveau-là. Hein. Ça veut dire qu'on a une théorie qui actuellement puisse vraiment prétendre unifier quantique et relativité, mais c'est pas à ce niveau-là qu'il y a réellement une contradiction. C'est-à-dire que l'intrication quantique, contrairement à ce que peuvent croire peut-être certaines personnes, ne permet pas d'envoyer un message à une vitesse supérieure à celle de la lumière d'un point A à un point B. Il y a quelque chose qui est partagé entre A et B, mais ce partage ne peut pas s'interpréter comme une transmission d'informations. Donc il n'y a pas de contradiction. Mais ce type de choses sont bien mesurées avec les degrés ludiques, qui sont des degrés donc, qui permettent en quelque sorte de mesurer à la fois des niveaux d'impossibilité et des niveaux de non-localité. Bon, alors, très bien. Là encore, en discutant avec Anatole, à un moment, on se rend compte qu'il doit y avoir des structures connectives naturelles pour à associer au degré ludique. Donc, voilà, ce type de lien, c'est permanent. De la même façon, par exemple, il y a parmi nous Jean-Pierre Laffineur qui travaille sur les relations entre une géométrie différentielle qui est particulièrement stable catégoriquement, donc qui certainement devrait s'imposer, qui est donc la diphéologie, hein, bon, qui est une généralisation de la manière classique d'envisager les variétés différentielles, qui se révèle beaucoup plus performante parce que beaucoup plus stable. C'est-à-dire qu'on peut, avec ces espaces diphéologiques, en fabriquer d'autres, par exemple des quotients, des choses comme ça, d'une manière beaucoup plus stable que ce qu'on peut faire avec les variétés différentielles. Les variétés différentielles, pour faire des quotients, ça peut être très problématique. Et l'exemple paradigmatique de ça, c'est ce qu'on appelle le tore irrationnel, par exemple. Point de vue classique en géométrie différentielle sur un tore irrationnel, donc vous avez un tore et puis vous le faites parcourir par une orbite qui ne va jamais se refermer sur elle-même, et vous avez une famille infinie d'orbites de ce genre. Et qu'est-ce que vous pouvez dire de l'espace des orbites, c'est-à-dire de l'espace dont chaque point est une orbite. Bon, c'est un quotient. Le point de vue classique ne permet pas, par exemple, de donner une structure de variété à cet espace des orbites, dans ce cas-là, dans le cas du tore irrationnel. La diphéologie, donc, qui est une idée de Jean-Marie Souriau et de Patrick Iglesias-Zemmour, bon, ils ont eu l'idée à peu près en même temps, enfin, officiellement c'est Souriau, mais permet de dire des choses non triviales là-dessus. Et c'est également le cas de la géométrie non commutative d'Alain Kohn. C'est un des premiers arguments d'Alain Kohn à propos de la géométrie non commutative, c'est qu'il a des choses à dire non triviales sur le tore irrationnel. Bon. Alors, comme on a deux développements géométriques différents, évidemment, à un moment se pose la question de la relation entre les deux. Alors, Jean-Pierre Laffineur travaille sur la relation entre espace diphéologique et géométrie non commutative. Il vient nous en parler, ça fait quelques années, on en parle, on en discute. À un moment, je me rends compte qu'en diphéologie, ce qui est dit sur le tore irrationnel, j'en ai exactement un morceau, à un certain étage, en termes connectifs. Du coup, je me pose la question des relations précises entre espace connectif, ce sur quoi je travaille, et espace diphéologique. Donc, si vous voulez, on ne peut pas savoir à l'avance le type de questions qu'on va se poser et qui peuvent être souvent, mais pas seulement, des questions de comment s'articulent différentes théories, mais
le fait de baigner dans un certain, voilà, dans un certain contexte, d'avoir des échanges permanents concernant des théories ou des développements ou des problèmes auxquels on ne se serait pas forcément intéressé seul dans ce coin, mais le fait de participer régulièrement à un séminaire, ça vient nous nourrir une espèce de culture générale aussi. Et c'est dans ce contexte-là que des questions peuvent surgir auxquelles on ne s'attendait pas forcément au début, mais qui ouvrent de nouvelles pistes, etc. Moi, je pense que il y a plein de mathématiciens différents, je veux dire, il y a plein de manières différentes d'être mathématicien. Et dans ce séminaire, tous les mathématiciens ne sont pas des mathématiciens professionnels. On peut être mathématicien professionnellement, non, avec une institution qui vous soutient, qui vous paye, etc. Mais on peut aussi être... il y a des étudiants en mathématiques, il y a des doctorants, il y a des gens qui ont une autre profession et qui consacrent tout leur temps de loisirs aux mathématiques. Hein, et ça peut être tellement important que ça devient un peu comme en astronomie. Il y a des astronomes amateurs qui font des découvertes importantes. Alors les mathématiques, c'est particulièrement difficile parce que il y a vraiment un investissement important à voir, mais voilà, il y a des personnalités comme ça. Et donc, je pense que pour chaque mathématicien, il y a le fil ou les fils de ses recherches, de ce qui est vraiment important pour lui, de ce sur quoi il travaille, et puis il y a quelque chose qui est de l'ordre du maintien d'une culture générale, mais qui vient interagir sans cesse avec les thèmes qui sont ceux de chacun. Voilà comment je vois les choses. Nous, ça on le sait déjà, mais pour avoir une réponse pour la vidéo, est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu pratiquement comment le séminaire se déroule, à quelle fréquence vous vous rencontrez, ce qui réunit les intervenants, des choses comme ça? Si vous donnez un sujet à la majorité de discuter. Alors, en fait, voilà, c'est facile de répondre à cette question. En général, les séances du séminaire, c'est une fois par semaine, le mercredi. Et maintenant, moi, je sais qu'il y a des périodes entières dans l'année où je ne peux pas venir parce que, par ailleurs, je peux avoir des travaux dirigés avec mes étudiants, donc je ne peux pas venir. Il y a des gens qui ne peuvent pas venir à certaines périodes, qui viennent à d'autres. Quand je viens, pas toujours, mais parfois, j'essaye de filmer, donc ça permet aussi ça vient aussi donner une comment dire, une substance en quelque sorte. On a des traces, c'est aussi un lieu d'échange. Hein. Voilà. Jusqu'à présent, c'est un peu. Il y a un côté un peu improvisé. Jusqu'à présent, le plus souvent, Anatole Khelif trouve les intervenants qui sont soit des participants réguliers du séminaire, soit des personnes qui sont sur des domaines proches et qui sont intéressés à venir parler à un moment ou à un autre. Mais ça se décide souvent relativement peu de temps à l'avance. Donc parfois c'est 3 jours à l'avance, parfois c'est 10 jours ou 2 semaines à l'avance, mais je n'ai jamais vu qu'un programme soit publié plusieurs mois à l'avance pour ce séminaire. Bon, voilà. Et donc, et les séances du séminaire peuvent rassembler entre 3 et 20 personnes selon les cas. Bon, avec des séances exceptionnelles, quand on a eu la chance de recevoir, et l'honneur de recevoir Laurent Lafort pour un exposé absolument extraordinaire. Bon, il y avait beaucoup, beaucoup de monde, mais ça, c'était pas une séance tout à fait ordinaire du séminaire. Les espaces connectifs, moi j'ai eu l'idée des espaces connectifs lorsque je me suis rendu compte que la façon dont les connexes sont définis en topologie générale était tout à fait différente de la façon dont les connexes sont définis dans les graphes. Et s'est posé la question d'avoir une définition unifiée de la connexité. Et
je l'ai pris initialement comme un petit exercice de théorie des catégories, parce que bon, je connaissais un petit peu, pas grand-chose, je connaissais un petit peu de théorie des catégories, et il me semblait que la théorie des catégories pouvait jouer un peu un rôle de théorie des théories. En tout cas, la théorie des catégories, elle permet de formuler d'emblée un certain nombre de questions intéressantes, de questions structurantes, lorsque vous avez l'idée de considérer une nouvelle classe d'objets. Si vous définissez de nouveaux objets ou une nouvelle classe d'objets, la théorie des catégories vous pose tout de suite des questions. C'est-à-dire, cette classe d'objets, ben d'abord, est-ce qu'on peut la définir comme catégorie? Et là, tout de suite, l'insistance, c'est de dire, ce qui est important, c'est pas tant les objets eux-mêmes que ce qui va être les flèches entre ces objets, c'est-à-dire les morphismes. Donc, quels sont les morphismes? Et une fois que vous avez défini une catégorie comme ça, quelles sont les propriétés de cette catégorie? Est-ce que vous pouvez faire des produits, des sommes, enfin des produits fibrés, bon, voilà, des limites projectives, des limites inductives? Quelles sont les constructions possibles avec donc, d'emblée, il y a des questions qui se posent, et c'est des questions structurantes. Hein. Et parmi les questions structurantes, il y a aussi celle des relations avec les autres catégories, et, c'est-à-dire les flèches entre catégories, ce qu'on appelle les foncteurs. Si je développe, euh, si j'étudie une catégorie d'espaces que j'appelle les espaces connectifs, quelles sont les relations fonctorielles qu'il y a avec la catégorie des espaces topologiques ou la catégorie des graphes, etc. Bon. Euh, donc, la théorie des catégories joue un rôle structurant et porteur dans l'élaboration de nouvelles théories. Ça, c'était l'idée sur laquelle je me suis appuyé, et c'est la façon dont j'ai fait appel aux catégories concernant le connectif. Alors maintenant, je crois que tu m'as demandé d'expliquer, donner un exemple d'espace connectif. Ah, Alors, bah, l'exemple le plus euh, paradigmatique, je dirais, c'est l'espace borroméen. Justement parce que, alors c'est un espace qui n'a que 3 points. Hein, et puis c'est très simple, ces 3 points sont connectés. Par contre, ils ne sont pas connectés 2 à 2. Bon, alors je l'ai appelé borroméen cet espace parce que, de manière évidente, il exprime la façon dont les 3 composantes de ce qu'on appelle un nœud borroméen sont effectivement connectés. C'est-à-dire globalement les 3 ensemble, mais pas 2 à 2. Ça se manifeste par le fait que dès que vous coupez l'une des 3 composantes, l'un des 3 nœuds, eh ben, les 2 autres se défont. Hein. C'est assez rigolo, mais au-delà du fait que c'est rigolo, on ne voit pas forcément ce qu'on peut dire là-dessus. Hein. Pour moi, c'est intéressant de voir que cette structure surgissait très naturellement dès lors que j'avais un point de vue unifié sur différentes sortes de connexes qui, à ma connaissance, jusque-là, étaient définis dans des domaines différents. Cet espace borroméen apparaissait. Puis, rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses très amusantes. Par exemple, quand on cherche quels sont les morphismes connectifs qui mettent en jeu cet espace borroméen, eh bien, on retombe sur des trucs du genre les bassins d'attraction pour la méthode de Newton appliquée dans le plan complexe aux racines cubiques de l'unité. C'est des fractales. Euh, voilà, il y a trois zones, si vous voulez, rouge, vert, bleu, et chacune de ces zones a une frontière, mais en fait c'est la même frontière pour les 3. Donc tout point qui est à la frontière de l'une des zones est également à la frontière des 2 autres, et cette frontière, c'est un ensemble de Julia, elle est fractale. Bon. Donc, par ailleurs, le nœud borroméen a été beaucoup utilisé par Jacques Lacan comme une espèce de modèle, je crois qu'il aurait réfuté le terme, mais comme une espèce de modèle de structure psychique, et en l'occurrence d'articulation entre les instances qu'il appelle le réel, le symbolique et l'imaginaire. Donc vous voyez, juste à partir d'une idée simple, je commençais à voyager, quoi, et à tirer le fil comme ça d'idées, et je trouvais ça amusant.
Et voilà, donc j'ai simplement continué à tirer ce fil et je continue encore parce que voilà, ça m'a conduit plus tard à m'intéresser à des systèmes dynamiques et à des systèmes dynamiques peut-être continus, peut-être discrets, mais surtout des systèmes dynamiques unifiés. Et là encore, les catégories ont joué un rôle pour unifier ces systèmes dynamiques, de sorte que je me retrouve maintenant avec des systèmes dynamiques dont les temporalités peuvent être non seulement linéaires discrètes et linéaires continues, mais peuvent être circulaires, arborescentes, multidimensionnelles, etc. Bon, et avec des aspects connectifs, enfin bon, c'est encore en cours d'élaboration. Donc je tire ce fil-là, je poursuis cette recherche-là. C'est ça ne semble pas, pour l'instant, suffisamment passionner les gens pour que d'autres aient envie, semble-t-il, de suivre ce chemin, encore que j'ai eu quelques échos, mais moi, comme ça me passionne et que ça m'amuse beaucoup, ça me suffit. Alors, de temps en temps, j'en parle, ça peut être au séminaire clé, ça peut être dans d'autres endroits, et puis les gens ont l'air contents. Mais en fait, il y a plusieurs façons de faire les mathématiques, il y a plusieurs types de motivation. Il est évident que pour des mathématiciens de premier plan, souvent les enjeux portent sur de grandes questions mathématiques, vraiment qui peuvent mettre en jeu l'architecture globale des mathématiques, qui peuvent bousculer l'organisation globale des mathématiques, hein, et avec voilà, donc des enjeux qui sont liés au fait que certaines questions sont irrésolues depuis de longues années ou que certains phénomènes restent très mystérieux. On constate des choses, mais qu'on ne sait pas expliquer, qu'on ne sait pas bien comprendre. Et donc, voilà, il y a des mathématiciens qui vont faire un travail qui va avoir un impact énorme parce qu'ils vont réussir à proposer un point de vue éventuellement totalement différent de tout ce à quoi on avait pensé jusqu'alors et qui va permettre de réorganiser toute toute une partie des mathématiques, avec souvent un impact d'ailleurs bien au-delà du domaine initial sur lequel ils ont travaillé. Et cette réorganisation permet à un moment tout à coup de comprendre des choses qu'on ne comprenait pas du tout. Euh, voilà, moi, c'est pas du tout sur ce type de choses que je travaille. Je développe une théorie qui n'a aucune prétention, a priori, à impacter le développement des mathématiques lui-même. Je suis plutôt sur, en quelque sorte, des mathématiques appliquées, puisque je cherche à développer des modèles, sauf que je développe des modèles de quoi? Bah, de choses qui sont elles-mêmes plus peut-être de l'ordre de la science-fiction, ou de, en quelque sorte. C'est-à-dire, il y a de nouveaux univers qui s'ouvrent. L'exploration de ces nouveaux univers, moi, euh, me passionne. Et en un sens, ça me suffit. D'autant que c'est quand même pas étranger à d'autres préoccupations. Mais ça n'a pas l'ambition de venir euh, transformer l'architecture même des mathématiques. Il ne s'agit pas de ça en ce qui me concerne. Hein. Euh, voilà, donc, et d'ailleurs, je dois dire que dans ce travail sur les espaces connectifs, il y a eu un moment où je me suis rendu compte que d'autres s'étaient intéressés à la même chose et avaient pu poser des définitions voisines. Euh, et là, il peut y avoir un moment de flottement, c'est-à-dire vous dites, bon, donc, en fait, j'apporte rien du tout. Puis en réalité, ça marche pas comme ça. Tout à fait. Parce qu'il y a toujours des points de vue différents. Et puis, j'ai fini par comprendre aussi pourquoi, en fait, les gens s'étaient arrêtés. Parce que la catégorie des espaces connectifs, bon, il y a un produit cartésien, mais c'est pas le bon produit. Il faut considérer plutôt un autre produit, donc on pourrait appeler produit monoïdal, tensoriel, ou, enfin, il y a plusieurs appellations possibles. Euh, et je crois que ça n'avait pas été vu, ça. Et c'est vrai que quand on n'a pas le bon produit, ça pose
ça limite un peu les choses. Bon. Bah, l'espace borroméen, il n'a que 3 points. Ouais. Donc, on peut le représenter, par exemple, on peut décider qu'on va entourer tout ensemble de points qui est connecté. Donc, à ce moment-là, chaque point est connecté à lui-même, en quelque sorte, et puis les 3 points sont connectés ensemble, c'est tout. Donc, c'est vraiment une structure très très simple. Hein. Un espace. Alors, est-ce qu'un espace connectif est une catégorie? En fait, a priori, non, mais sauf qu'on peut toujours associer de différentes façons une catégorie à toutes sortes d'objets mathématiques, parce que c'est quand même un langage assez général, celui des catégories. Alors, par exemple, euh, tout ensemble ordonné peut être vu comme une catégorie, en considérant que les flèches sont les relations d'inclusion. Et donc, par exemple, un espace topologique, au sens de la topologie générale, c'est un ensemble de points, mais c'est surtout un ensemble de parties qu'on appelle les ouverts. Et ces ouverts ont entre eux des relations d'inclusion. Un ouvert peut être inclus dans un autre. Si on prend tous les ouverts d'un espace topologique, toutes les parties ouvertes d'un espace topologique, et qu'on regarde toutes les relations d'inclusion entre ces ouverts, ça fait un ensemble ordonné qu'on peut voir comme une petite catégorie, puisque tout ensemble ordonné peut être vu comme une catégorie. Il se trouve que cette catégorie, associée à un espace topologique, elle joue un rôle très important, puisque c'est à partir de là qu'on peut définir les topos de Grothendieck. Bon, donc la question n'est pas absurde, on peut effectivement voir des catégories à beaucoup d'endroits. Alors pour un espace connectif, on pourrait aussi considérer par exemple l'ensemble ordonné des parties connexes et avec les relations d'inclusion. Ça fait une catégorie. Mais est-ce que... bon, je n'ai pas poussé très loin dans cette direction. Ça ne fonctionne pas tout à fait comme les espaces topologiques. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, je n'ai pas réellement exploré les relations entre espace connectif et topos. Alors, par ailleurs, il y a les questions relatives à la catégorie des espaces connectifs. Il faut bien voir que quand on adopte un point de vue catégorique, il est assez fréquent de rencontrer des catégories de catégories. Et comme toujours en mathématiques, une question qui se pose est celle de savoir à quel niveau on parle. Ce qui nous perd, hein, alors ça peut être un peu étourdissant parfois, on suit un cours de maths, puis on comprend parfaitement la première demi-heure, et puis à un moment on sent qu'on est largué. Et quand on est largué, c'est souvent que, en fait, on ne sait plus de quoi il s'agit, et on ne sait plus à quel niveau on parle. Mais de quoi on parle, là, en fait? De quoi? Et ça peut se mélanger un petit peu. Et donc, après, le travail, pour comprendre un enseignement, pour comprendre un cours, pour comprendre une théorie, c'est souvent aussi de prendre le temps de resituer les choses. À quel niveau ça se passe, hein? Donc, si vous voulez étudier la théorie des groupes, qu'à un moment vous réalisez que chaque groupe peut être vu lui-même comme une catégorie, en l'occurrence une catégorie avec un seul objet, bon, voilà. Juste, il ne faudra pas mélanger les niveaux. C'est pas la même chose. La catégorie que constitue un groupe et puis la catégorie des groupes, c'est très très différent. Hein. Mais donc, oui, il y a sans cesse à resituer comme ça les niveaux de discours. Et on a souvent affaire à des espèces de hiérarchies. Voilà, il y a plusieurs étages, et donc à quel étage on est dans ce dont on est en train de parler, quoi. La dernière fois, à Centrale, vous avez parlé du lien de recherche avec la mécanique et le fait d'avoir plusieurs dynamiques discrètes et continues qui étaient un peu connectées. Est-ce que vous pourriez un peu élaborer là-dessus? Bah, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, c'est le fait que dans les dynamiques que j'ai définies et que j'ai euh, développées et commencé à étudier, je me suis rendu compte qu'il y avait, enfin pour moi en tout cas, ça s'est imposé la nécessité d'avoir un cadre unifié contenant comme cas particulier les dynamiques discrètes, c'est-à-dire celles pour lesquelles la temporalité est donnée par grand N ou par grand Z, donc chaque instant est suivi d'un instant suivant,
notion qui évidemment n'a aucun sens dans le cas d'une dynamique fondée sur une temporalité continue, et dans le cas d'une temporalité continue, l'exemple, le domaine fondamental, c'est l'étude des équations différentielles finalement. Les systèmes dynamiques à temps continu, c'est par exemple une équation différentielle dans R3, dont tout le monde connaît ou a entendu parler, de l'attracteur de Lorentz, avec les ailes du papillon. Bon. Donc ça, c'est un exemple de système dynamique continu. Donc à partir du moment où... Parce que ce qui m'importait moi, c'était de dégager la structure connective, des structures connectives associées aux dynamiques. Comme j'étais dans une logique unificatrice concernant les structures connectives, il était obligatoire que j'ai également un point de vue unifié sur les systèmes dynamiques. Je n'allais pas donner une définition d'une structure connective pour des dynamiques discrètes d'un côté, et d'un autre côté, différemment, des structures connectives pour des systèmes dynamiques continus. Avec des questions qu'il s'agissait de trancher. Si par exemple, vous considérez les cercles, vous considérez un cercle qui, lorsqu'on le déplace, engendre un cylindre. D'accord ? Cette famille continue de cercles, doit-on considérer donc l'ensemble des cercles, c'est-à-dire un ensemble dont chaque point est un cercle. D'accord ? Cet ensemble de cercles, il s'agit de le munir d'une certaine structure, en l'occurrence connective. Doit-on considérer que ces cercles sont connectés ? D'accord ? Bon, ou pas. D'accord ? Et est-ce que ça a un lien, ou est-ce que c'est totalement différent du fait qu'on peut avoir deux cercles qui sont deux orbites d'une équation différentielle, deux orbites fermées, qui vont être enchaînées l'une à l'autre, c'est une manière totalement différente d'être connectées. Bon, il y a plein de situations possibles, mais j'avais besoin d'avoir un cadre unifié pour pouvoir définir de manière cohérente et sans tomber dans un catalogue de situations hétéroclites, quoi. Donc, et c'est là que... Alors, ça apparaît dès le début, dès que je m'intéresse au système dynamique, pour des raisons que je n'explique pas maintenant, mais qui viennent du connectif, en fait. Disons, en deux mots, c'est parce que je me suis rendu compte, en fait, que les phénomènes connectifs étaient fondamentalement dynamiques. Que les phénomènes connectifs peuvent être vus de manière générale comme produits par des systèmes dynamiques. Bon. Par exemple, le nœud borroméen avec les trois composantes, on peut les voir comme chaque composante comme la trajectoire d'un point qui suit une certaine loi dans l'espace. Bon. Il n'y aura jamais de cas pathologique qui ne peut pas être créé par une dynamique. Il y aura toujours des cas pathologiques, c'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Parce que il y a toujours des choses qui sortent de l'intuition initiale qu'on avait. Il y a toujours des phénomènes mystérieux, il y a toujours des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Donc, bienvenue aux phénomènes pathologiques. Donc, voilà, l'idée qu'il y a plusieurs types de dynamiques, et des dynamiques auxquelles je n'avais pas du tout pensé, je veux dire des types de temporalité auxquelles je n'avais pas du tout pensé, mais qui existent pourtant. Hein, le temps circulaire, ça existe dans la mythologie, ça existe chez Nietzsche, le temps arborescent, ça existe chez Borges, c'est quelque chose d'assez étonnant, du temps qui bifurque, comme ça, du temps multidimensionnel ou des temps parallèles, peut-être ça peut exister. Alors le temps multidimensionnel, je ne suis pas sûr d'avoir jamais lu un roman de science-fiction où ils auraient sérieusement développé l'idée d'un temps à 2 ou à 3 dimensions en faisant réellement quelque chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est des choses qui peuvent exister comme ça dans la littérature, par extrapolation. Hein. Mais il y a eu quelque chose de décisif à un moment, c'est que lorsque j'ai parlé de ces développements à des collègues, effectivement, à SUPMECA, où je suis en poste, un de mes collègues m'a posé la question, parce qu'ils travaillent, eux,
sur des systèmes qui sont multiphysiques, il peut y avoir effectivement à la fois des dynamiques discrètes et des dynamiques continues, hein, tout ce qu'on appelle mécatronique, etc. Donc c'est la conception d'un véhicule, par exemple d'une voiture, hein, fait appel à différentes physiques, hein. Il y a de la mécanique, il y a de la thermique, il y a de l'électronique, etc. Bon. Et tout ça cohabite dans des espaces parfois assez restreints et il faut bien réfléchir à la manière dont on va concevoir les choses parce que si vous ne tenez pas compte d'effets thermiques, vous allez avoir de l'électronique embarquée qui va juste péter les plombs, quoi. Bon, donc, se pose la question, effectivement, de disposer de cadres théoriques permettant de bien euh, euh, décrire des liens, des relations entre des dynamiques continues et des dynamiques discrètes. Bon. Donc, il m'a posé la question par rapport à ce que j'avais déjà développé et dont je leur avais parlé au cours de quelques exposés. Et ça a joué un rôle effectivement dans l'orientation de mes recherches, puisque à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte que je devais élaborer une théorie générale de systèmes dynamiques ouverts, ce que j'appelle ouverts, c'est-à-dire simplement des dynamiques qui peuvent être influencées par le comportement d'autres dynamiques. Hein. Bon, je sais pas, très simplement, un ressort, hein, vous soumettez un ressort à une force qui varie au cours du temps. Bon, cette force est une source extérieure concernant le comportement du ressort. Donc, ça n'est plus un système dynamique au sens habituel du terme, c'est ce que j'appelle un système ouvert. Hein. Et donc, la question qui se posait pour moi, c'était d'élaborer une théorie de dynamiques ouvertes, susceptibles de s'influencer mutuellement, alors même que chacune de ces dynamiques pouvait fonctionner sur la base d'une temporalité totalement différente des autres.